Mais la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est peut-être de vous présenter rapidement et d'expliquer un petit peu au public ici comment et pourquoi vous êtes retrouvé à faire du cinéma. Est-ce que c'est une vocation d'enfant ou est-ce que c'est une rencontre qui s'est faite plus tard? Et puis surtout, comment cette envie de faire du cinéma s'est cristallisée spécifiquement dans l'écriture? Moi, je commence. Il y a toujours une histoire que je raconte quand je veux parler de mon parcours, c'est que quand j'étais petit, je voulais être paléontologue. Et c'est allé très loin. Enfin, j'apprenais les noms de dinosaures par cœur. Je faisais des stages où j'allais creuser dans la terre, etc. Enfin, d'archéologie, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que si je le faisais, c'est parce que j'avais vu Jurassic Park et que c'était pas les dinosaures qui me passionnaient, c'était le cinéma. Voilà. Alors, je sais pas si ça tient comment dire, si c'est une façon de se raconter aussi une histoire ou si c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu comme ça. Je confonds le souvenir et la façon avec laquelle je me raconte ce souvenir. Mais c'est là que j'ancre en fait le désir de cinéma, à commencer par là. Voilà, et donc mon parcours est assez, comment dire, enfin je sais pas, je dirais un peu classique. Donc j'ai commencé par l'université, j'ai étudié la philosophie à Namur pendant 3 ans. Et après, sachant que je voulais faire du cinéma, j'ai étudié le montage à l'IAD. Et puis j'ai fini avec un master d'écriture. Et je suis sorti en 2016. Christophe, est-ce qu'il y a un film aussi qui a fait naître une vocation ou d'où ça vient cette envie? Moi, je pense que ma vocation, c'est E.T. C'est Spielberg tous les deux en fait. Ouais, en fait, ouais, c'est peut-être pour ça qu'on s'apprécie, peut-être. Mais on se rejoint sur Jurassic Park. Non, c'était pour moi, c'était le. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Je viens d'un père qui a été ouvrier, d'une mère qui a été secrétaire dans une petite usine. Et le cinéma était grand public chez moi. Donc je ne connaissais pas du tout les films d'auteur. Donc j'ai bouffé de l'Armageddon, du Bad Boys, de Rock. Mes acteurs, c'était Van Damme, Stallone, Schwarzenegger. Et je comprenais pas trop pourquoi j'aimais ça, en fait. Et puis mes parents, comme peut-être beaucoup d'autres, on a pu vivre ce qu'on appelle un divorce. Et à l'âge de 12-13 ans, ces conflits familiaux faisaient que je me réfugiais de plus en plus dans des films et dans l'envie d'en faire. Et quand j'ai fini ma réto, mon père n'a pas voulu que je fasse des études de cinéma. J'avais appris qu'il y avait une école qui s'appelait l'IAD, l'INSAS, et je me suis dit waouh, ça a l'air génial ce truc, mais je me sentais pas légitime. Et je pense qu'aujourd'hui, à 42 ans, je me sens toujours pas légitime. Et après, je me suis battu grâce à un ami qui m'a sorti de mon milieu social, tel Édouard Louis en écriture. Et là, j'ai fait la rencontre de personnes avec qui j'ai fait mes études, dont un qui est là, Mathias, c'est-à-dire des personnes qui sont plus âgées que moi. Mathias, il lisait beaucoup Dostoïevski. Et je rappellerai toujours, je suis venu chez lui, il avait les frères Karamazov. Et je me suis dit, oh putain, lire des bouquins comme ça, je ne saurais jamais le faire. Et il m'a dit, mais tu dois absolument lire ça parce que tu vas comprendre ce que c'est la complexité humaine. Et moi, j'ai fait semblant de l'avoir lu. Et puis après nos études, je l'ai lu. Et j'ai bouffé comme ça des films aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pendant l'IAD, on parlait tout le temps de David Lynch. Et tout le monde parlait à cette époque-là, sortait Mulholland Drive. Et donc, tout le monde parlait de ce film-là. Tout le monde parlait de Twin Peaks, tout le monde parlait de Eraserhead, tout le monde parlait. Moi, je pouvais vous parler des films sans les avoir vus. Et j'ai attendu, je pense, 15 ans après avoir fini mes études pour les regarder. Parce que je peux vous parler du plan où, vous voyez, on se balade, il y a une oreille qui dans un jardin et tout ça, je ne l'avais jamais vu. Mais par mes confrères de cinéma, Mathias, Xavier Seron, Valérie Rosier, qui font du cinéma aujourd'hui, moi, je pompe.
je pompe et je bouffe. Je bouffe ce qu'on me... Voilà. Et si on me propose un livre ou on me propose quelque chose, eh bien, voilà. Et c'est peut-être pour ça, pour revenir directement au sujet principal d'ici, c'est que Eddy Merckx faisait partie, en fait, d'un truc qui mon père me parlait, mes grands-parents me parlaient, mais je ne connaissais pas. Vous voyez? Et donc, du coup, je commence à pomper, je commence à lire des choses. Grâce à Gilles Morin, je commence à lire des biographies et je pompe. Mais après, après que j'ai pompé, c'était Bertrand Blier qui utilisait beaucoup ce verbe, la pomper. Et ensuite, vous rencontrez Monsieur Mikils, qui est le bras droit d'Eddy Merckx. Et là, ça devient... vous voyez, la réalité devient fiction devient réalité, et ça devient beau, quoi, en fait. Et là, on revient en fait donc à vos envies communes de cinéma, qui sont un cinéma plutôt américain au début, et on revient à Rocky dont vous parliez tout à l'heure, et aussi à l'idée de raconter des histoires avec des outils de fiction, mais ici une histoire documentaire quand même, puisque Eddy Merckx a vraiment existé, et surtout vous utilisez de vraies images d'Eddy Merckx. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment est né le projet de début? Est-ce que c'était quel était le brief que vous avez eu? Est-ce que c'était juste racontez-nous l'histoire d'Eddy Merckx? Comment ça s'est passé? Et à quel moment l'idée arrive de n'utiliser que des images d'archives pour raconter cette histoire? Mais vous voulez qu'on parle de l'origine du projet ou parler de notre travail artistique sur le projet? C'est deux choses différentes pour nous. Commençons par l'origine, alors peut-être qui vient avant, ou qu'est-ce qui vient en premier justement? L'origine, c'est un producteur qui a un projet avec Rodrigo Benkens sur l'idée originale de faire un film sur Eddy Merckx. Et donc la RTBF, qui par rapport au fait que Eddy va fêter ses 80 ans, il y avait une demande par rapport à ça. Et au fil de la mesure du temps, à cause de divers changements, on m'appelle pour pouvoir, parce que j'avais fait La Ruche et parce que Gilles Morin, le producteur, avait vu mon film et trouvait qu'il y avait un intérêt pour moi de faire Eddy Merckx, parce que j'avais travaillé sur du documentaire où je traitais un petit peu du corps dans le sport, ou le corps dans l'obésité, ou le corps dans une personne qui était aveugle. Et moi, je ne me sentais pas armé, capable de pouvoir faire ce film tout seul. Et j'avais rencontré Boris, parce qu'on vient de la même région, on vient un peu du même niveau social, on vient avec les mêmes envies, on vient avec un film qui est commun à nous deux, c'est Rocky. Et à partir de là, c'est l'histoire d'un film et l'histoire d'une amitié. Je parle trop, pardon. Non, mais donc le brief de départ, c'est on voudrait un documentaire sur Eddy Merckx qu'on va passer à la télévision parce qu'il y a bientôt un anniversaire qui arrive, ouais. Mais vous twistez un petit peu ce brief et vous dites non, en fait, on va en faire un film de cinéma. Quelles sont les premières implications de cette décision? Mais on n'est pas des réalisateurs de TV. Ouais. En fait, si on nous avait demandé vraiment ça, je pense qu'on n'aurait pas réussi à le faire. Enfin, on savait pas, franchement, on ne savait pas le faire. Oui, mais donc très vite, en fait, le brief change, quoi. Tout à coup, c'est un autre projet. Il a fallu qu'on s'approprie le projet. Ouais. Et ça a commencé par déjà de pomper toutes les biographies d'Eddy Merckx, essayer de trouver un substrat qui nous emballe et un substrat dramatique en fait qui nous permette déjà de savoir ce dont on va parler, parce que c'est une chose de faire un film sur Eddy Merckx, mais en fait il y a moyen de faire 60 films sur Eddy Merckx. Il a tellement 525 victoires, et ça c'est juste sur sa carrière sportive. On aurait même pu faire un film sur l'après-sport. Voilà, c'est. Et donc on a pompé les biographies d'Eddy Merckx, et puis on a essayé d'isoler des moments qui pour nous semblaient pertinents dans ce fil rouge thématique qui pour nous symbolise Eddy Merckx, à savoir la métaphore du boxeur qui est prononcée dans le film par Rodrigo Benkens. Et pour nous, ça, c'était vraiment... je pense qu'on n'a pas mis beaucoup de temps à la trouver, cette métaphore du boxeur. C'était vraiment très, très rapide. Donc c'est trouver les chutes, en fait. En fait, pas les chutes à vélo, je veux dire les moments où... Non, mais c'est marrant parce qu'on parlait avec Rodrigo Benkens, et nous, une des références qu'on avait qui était très importante pour nous, c'était Senna. Pas la série, mais le film Senna, du même réalisateur qui a fait... Asif Kapadia. Oui, qui avait fait Amy, et qui avait fait aussi Maradona.
Et Rodrigo Benkens, il nous dit, mais dans Senna, vous avez un point qui est super fort. Il y a un truc qui est très fort dans Senna. Et je dis, c'est quoi? Ben, il meurt à la fin. Et chez Eddy Merckx, il n'y a pas ça. Et je dis, Rodrigo, il y a tellement d'autres choses. Et justement, et c'est là où ça nous a intéressés, en fait, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on allait pouvoir construire chez Eddy Merckx. Et chez Eddy Merckx, c'est la métaphore, comme dit Boris, du boxeur, donc quelqu'un qui se prend des coups, qui se relève, qui en redonne, mais il la redonne avec humilité, avec passion, avec panache, avec sa famille autour. Et sa famille, c'est pas que sa famille, voilà, c'est Monsieur Mikil, c'est tout. Quand on dit les adversaires, que ce soit Ocaña ou que ce soit Thévenet, ça reste des amis aussi aujourd'hui, à part Ocaña parce qu'il malheureusement il est parti. Mais c'était cette volonté de raconter l'histoire d'un corps social. On revient souvent à ça, Boris, c'est-à-dire que le rapport de ce corps, qui est un instrument mis au profit de la réussite. Une réussite, d'où vient-elle? Pourquoi veut-il aller aussi loin? On essaye d'apporter des réponses, et pour nous, les réponses, en tout cas les questions qu'on se pose, c'est-à-dire l'origine de tout ça, on va un peu questionner Micheline Merckx sur le passé au père, le passé à la mère, et d'où vient cette envie de Merckx de vouloir toujours, quelque part, retrouver la fierté de ce père. Mais je pense que dans nos histoires personnelles, sans rien trop dévoiler de nous, on s'y retrouve beaucoup. Et je pense que beaucoup de spectateurs peuvent se retrouver là-dedans. D'ailleurs, si on fait du cinéma, et si des gens font du cinéma ici, qu'ils écrivent des choses, c'est parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de chercher quelque chose d'une reconnaissance. Mais c'est basique et con de dire ça, mais il y a quelque chose où on a envie de se dépasser soi-même et d'aller toujours plus loin. Et moi, je me retrouve beaucoup dans ce gars qui veut se dépasser et faire des fautes. Fauter, ne pas y arriver. Et quand on faute et qu'on n'y arrive pas, peut-être on devient un peu plus humain. Mais voilà, c'est ça dans Eddy Merckx qui nous a intéressés, je pense, hein, Beau. Donc, tout à fait. Voilà. Vous parliez de la mort de Senna. Dans Eddy Merckx, c'est presque toute une vie. En tout cas, c'est un long segment de vie. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans cette ligne temporelle? Quels sont vos premiers outils? Vous m'avez parlé d'une chronologie. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour montrer ça, mais comment est-ce que vous construisez la ligne du temps du film? Oui, on peut peut-être commencer par la première illustration. On a un document. Vous allez nous expliquer tout sur ce document voilà. qu'on va voir. Alors, c'est ça. Voilà. Donc on a fait une première ligne du temps qui nous permettait déjà d'y voir clair, parce qu'avec 525 victoires, ben voilà, il y a quand même beaucoup de choses à traiter. Et on a essayé de résumer la biographie la carrière d'Eddy Merckx d'un point de vue dramatique. Et donc ça a été de chapitrer en fonction de grands événements et de grandes victoires. Donc de ne pas tout raconter, mais de se contenter de déjà pas mal de trucs en fait. Et ça commençait très tôt, ça commençait avec l'évocation de la petite enfance, et puis il passe en 65 dans une première équipe de cyclisme. Il devient champion du monde en 67, il bascule chez Peugeot en 67, etc., etc. Vous voyez. Et donc ça, c'était notre premier, ce qu'on a appelé la beat sheet, ou en tout cas une espèce de succession comme ça d'événements importants, juste par écrit, quoi. Avec des éléments narratifs avec même en dessous qui sous-tendent l'évolution. Des potentiels narratifs. Par exemple, on savait très bien qu'un des points de bascule, ça allait être soit le record de l'heure, soit le Tour en 71, où en fait un nouvel antagonisme apparaît et où on comprend que Eddy Merckx, en gagnant énormément, commence à déranger, et donc on essaie de lui trouver un nouvel adversaire, etc. Mais vous voyez, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait fort quand je revois ça, Boris, tu vois, on voit le record de l'heure, là, qui est 2 phrases, en fait. En 1972, la presse ne se fasse pas du duel Merckx-Ocaña, préparation intense, 25 octobre, prouesse du record. Mais la prouesse du record, ça devient visuellement 10 minutes de film qui n'est plus de l'écrit.
C'est-à-dire ça devient de la sensation documentaire, c'est-à-dire on cherche, et de la fiction, c'est-à-dire qu'on cherche, on dilate le temps. On commence à se dire on va trouver une matière, on va trouver une matière qui est assez énorme pour créer cette idée de vitesse, cette idée de cet homme qui tourne en rond. C'est qu'il y a des ellipses, des accélérations, des décélérations aussi dans le. Mais ça, c'est 10 minutes de film. Donc vous vous doutez bien qu'on a monté tout ça, qu'on a pu trouver les images qui existent de tout ça. C'était plus un film de 1h30, c'était un film de voilà. Et c'était un film chiant. C'était un film très chiant. Donc ça, c'est le tout premier outil, ou en tout cas le débroussaillage de la matière. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, mais si je peux rebondir, c'est que quand on choisit déjà cette trame-là, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent très bien la trajectoire d'Eddie Merckx, mais c'est déjà réduit par rapport à tout ce qu'il a fait. Parce qu'on oublie les classiques, on oublie plein de choses. C'est pas qu'on les oublie, c'est qu'ils ne sont pas des curseurs de tension dramatique. Voilà. Ouais. C'est des événements sportifs, mais pas au niveau de la narration du film. Ce sont soit des événements sportifs, soit des événements de biographie, comme la naissance des enfants, par exemple. Et puis on s'est concentré sur 4 ou 5 adversaires dans la carrière d'Eddie Merckx, qui étaient donc Rick Van Looy, Felice Gimondi, Ocaña, Freddy Martens et puis Thévenet à la fin. Et puis voilà, il ne vous échappera pas qu'en fait on n'en a plus que 2, quoi. Donc quelle est l'étape suivante une fois que vous avez ça? Est-ce que vous commencez à vous plonger dans les archives, ou est-ce qu'il y a encore de l'écriture à faire avant de pouvoir aller vraiment triturer la matière? Comment ça se passe à ce moment-là? Alors à ce moment-là, c'est le moment où il faut trouver de l'argent pour faire le film, si on veut faire le film. Et donc on doit écrire ce qu'on appelle un traitement, et où on va plus ou moins exposer en détail comment on va aborder tous ces points-là et comment ils vont être dramatisés, mais sur papier, uniquement sur papier. Et donc on peut montrer peut-être les 3 premières pages du traitement. Donc ce traitement est très généreux en événements, si je comprends bien. Oui. Donc là on a la première page. Ça, vous aviez 10 pages en tout, hein? On avait 10 pages en tout, et donc ce qui est en jaune, c'est ce qui reste dans le film. Voilà. C'est à peu près comme ça sur toutes les pages, quoi. Ouais. Et donc ça fait 1h30 avec uniquement ce qui est en jaune. Et donc vous voyez, c'est très bien écrit, c'est moi ça. Mais donc on fait référence à 45, à la naissance d'Eddie Merckx, etc. C'est des choses qui en fait sont totalement ellipsées dans le film. On a aussi des paragraphes entiers qui en fait se réduisent à un seul plan, notamment sur le caractère d'Eddie, en tout cas le lien entre le père et la mère. C'est quelques images, c'est quelques mots, et en fait ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture, c'est de la théorie, voilà. Et puis quand on fait un film, en fait, à un moment donné, il faut se débarrasser de la théorie et matérialiser tout ça. En fait, c'est le filet de sécurité, ces 10 pages. C'est-à-dire que vous savez que la matière est là, et après vous allez voir celle qui est le plus. Ce filet de sécurité, il sécurise, et il sécurise notamment les personnes à qui on va demander un peu des sous-sous pour faire le film. Et puis après, le film en fait doit se faire, et le film ne se fait pas sur base de ça. Il se fait au cours d'un long processus de recherche de matière. Et en même temps, il faut faire attention, parce que si vous écrivez des trucs comme ça, vous voyez en jaune, c'est ce qui reste. Vos producteurs ou coproducteurs, ils vous ont donné des sous pour tout. Donc du coup, ils ne se retrouvent pas forcément. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Mais on a toujours une bonne relation avec le producteur. Oui. Il est là. Heureusement. Mais tu as un bon baratineur aussi. C'est vrai. Donc il y a 10 pages comme ça. Est-ce que à ce moment-là, vous savez que vous allez utiliser uniquement des images d'archives dans le film? Alors il y a des sons qui ne sont pas des sons d'archives, mais les images sont uniquement des images d'archives. Mais donc Christophe a parlé de Sénat très tôt dans notre intervention, et en fait oui, on avait au moment où on a dû se réapproprier ce projet, on avait directement Sénat en tête, parce que je pense qu'on l'avait vu il n'y a pas très longtemps avant, et ça nous paraissait être une porte d'entrée vraiment très importante pour le désir de cinéma qu'on avait.
Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est le film Senna. Le film Senna, c'est une plongée dans la carrière d'Ayrton Senna, mais en vivant de manière, justement, à travers ses courses, à travers des témoignages qui sont en off, ne jamais, justement, rebondir entre le passé et aujourd'hui. Il n'y a pas un côté rétrospectif qui apparaît. Donc, c'était l'idée d'une immersion totale, où on était vraiment dans le guidon de Ayrton Senna, et c'est ce qui nous avait plu dans cette proposition de cinéma, qui reste pour nous assez forte. On avait très peur vraiment de rentrer dans le film Netflix, très peur de rentrer dans le témoignage rétrospectif de quelqu'un qui parle de sa carrière. Ça, on avait très peur. Donc, tout le monde parle au présent, là, en fait. Donc les gens que vous êtes allés voir parlent au présent, en fait, finalement. En tout cas, parlent dans le présent du récit. On essaye de faire revivre, en tout cas les personnes que nous avons filmées, comme M. Mikils, c'est de reprendre tout ce qu'ils ont traversé par le cœur, surtout par le cœur, quoi. C'est comment ils ont vécu ça. C'était pas que des faits, quoi. C'est pas que des faits historiques. Parce que ça, c'est pas très intéressant, en fait. Ouais, parce que l'image le montre, en fait. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ce que je disais. Et puis, dans Senna, ce qui est touchant aussi, c'est le film, c'est plein de confidences, parfois même des confidences téléphoniques de la sœur d'Ayrton Senna. Et donc, nous, on a essayé de retrouver ça avec nos témoins, les faire parler comme des... voilà, comme les personnes qui ont vécu au plus près d'Eddie Merckx et qui faisaient partie de sa vie, comme Monsieur Mikils, et parvenir à emmener le spectateur avec nous dans la chambre d'Eddie Merckx, dans ses entraînements, et vivre en fait aussi comme si le film en fait lui permettait au spectateur d'être à ce niveau-là. Au niveau des témoins. En tout cas, c'était le premier désir qu'on avait. Et dans les désirs qu'on a du scénario qu'on a vu là, il y avait aussi est-ce que les choses existent. Et on avait beaucoup sur la maman d'Eddie. La maman d'Eddie, il y avait pas mal de choses. Mais le papa, il manquait énormément. Voilà. Et on s'est battu. On s'est vraiment battu pour... Il nous fallait des images du père d'Eddie. On en avait une vaguement dans l'épicerie. Mais après, il y a eu ce plan avec les pigeons. Et je me suis dit, on a la plus belle séquence du film. Je me suis dit, cette séquence-là, elle voilà. Et j'ai beau la revoir, et j'ai beau écouter le public quand il la voit, il y a quelque chose. Et quand on sait ce qui se passe après aussi avec le papa d'Eddie, je pense qu'il y a quelque chose où on comprend en fait son chemin. Et c'est ça la force du cinéma, c'est pouvoir associer des images à des commentaires et on crée une dramaturgie. Est-ce qu'on l'amplifie ? Bien évidemment que la vie est beaucoup plus complexe que ça. Mais nous, on a voulu vraiment créer, à travers la figure iconique qui est Eddie Merckx, l'idée d'une fiction. C'est dur à expliquer parce qu'on en rigole toujours, mais c'est vrai quand on dit Rocky, c'est pas Eddie Merckx et Sylvester Stallone, et nous on a fait un Rocky. Vous voyez, on essaye d'amener cette dramaturgie en plus, cette ascension sociale. Voilà. Cet homme qui se révèle par ses amis, cet homme qui se révèle, on parle peu des coéquipiers, bien évidemment dans le film, qui par rapport à Eddie est très important, mais c'est par sa famille, ses gens autour de lui, par ses adversaires. Et oui, on voulait un drago. Dans Rocky IV, il y a un drago comme ça. Ben oui, nous c'est notre Ocaña, quoi. Et donc, il y avait la matière existante qui était énorme, en fait, et magnifique. Il y a tout, en fait, dans la vie d'Eddie Merckx pour pas qu'on fasse un biopic de fiction sur lui. Il y a des images qui s'imposent, comme le père avec les pigeons. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a d'autres images que vous utilisez comme les touches d'un clavier, en fait, pour réécrire, le synopsis que vous aviez en tête? Quel est l'usage que vous avez fait de ces images, justement? Comment est-ce que vous les avez utilisées? Et vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'à un moment, vous avez dû aussi prendre des libertés avec ces images et vraiment les utiliser pour servir le récit que vous vouliez porter. Vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de ce travail avec ces images? Oui, donc il y a eu un premier moment de création où en fait on a, sur base du synopsis qu'on a vu, ou du traitement, ça nous a servi pour avoir des mots-clés de recherche
et lancer des archivistes à la recherche de la matière qui coïncide avec ce qu'on avait écrit. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ça a pris combien de temps 1 an. Où en fait, voilà, toutes les semaines on reçoit de la matière, et puis il faut la trier, il faut la regarder, il faut la choisir en fonction de ce qu'on a écrit, etc. Et puis souvent, on a beaucoup de matière, mais en fait, on n'a pas la matière qu'on veut. Donc on relance une recherche, et encore une, un peu partout. Donc à l'INA, à la Sonuma, en France, en Italie, en Hollande, dans des petites cinémathèques. Et donc on se retrouve avec une quantité de matière assez colossale. Mais on reste dans un processus à ce moment-là qui est encore de l'ordre de la... j'ai envie de dire du documentaire, ou je ne vais pas dire reportage, mais du documentaire, quoi. On veut sourcer, on veut raconter les choses correctement, on ne veut pas faire d'écart par rapport à la réalité. Et puis arrive le moment où en fait on a mis ça tout bout à bout, et ça ne fait pas du tout un film. C'est impossible à regarder. Et en fait on a besoin d'un passage et c'est aussi psychologique, hein. En tant qu'auteur, on a aussi besoin à un moment donné de se réapproprier les choses et de basculer dans le Rocky, dans le pur Rocky. Et donc de se dire, ok, là maintenant on a de la matière, mais il faut l'organiser pour faire sens, et faire sens dans une direction qui est la nôtre, et qui est beaucoup plus proche du cinéma de fiction. Et c'est là qu'on décide de faire, non pas un documentaire, mais un film. Et en même temps, on doit coller à une véracité historique. Et là, on a des garde-fous, hein. Évidemment, on a un journaliste qui nous accompagne, qui est Rodrigo Benkens. On a Johnny Van Stevenen qui a écrit plusieurs biographies sur Eddie. Et on peut pas faire tout ce qu'on veut. Soyons bien d'accord. Mais néanmoins, on peut le dire aujourd'hui, et ça c'est assez fou, que ce soit de la part de Rodrigo ou de Johnny Van Stevenen, il y a un moment en 69, il y a une descente, comme vous voyez, qui est dans le brouillard. Et là, on a été justement, on a créé l'évocation, parce que ces images n'existaient pas. On a été chercher ces images autre part, pour pouvoir reconstruire ce moment que Zitrone a pu voir de ses yeux, mais qui n'a pas été filmé. Donc on recrée un sens. Et ça, c'est là où le travail, je pense, de cinéaste prend un autre chemin, et où on s'offre une liberté quelque part. Et je pense que tout le monde nous parle de ce moment-là dans le brouillard, et c'est pas la réalité en fait. Mais c'est la vérité du cinéma. Mais moi, je pense sincèrement que la réalité en documentaire n'existe pas, déjà. C'est toujours un point de vue. Quand on choisit de mettre sa caméra quelque part ou choisir quelque chose, on choisit un trait, on choisit une forme, on choisit un travail formel quand on décide d'adopter une forme ou d'adopter un regard sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne montre plus autre chose. Et à partir de là, ça devient le regard d'un cinéaste. Il y a pas 1000, mais peut-être des centaines de films à faire sur Eddy Merckx. Ce ne sera peut-être certainement pas le dernier film sur Eddy Merckx. Mais nous, on a eu la chance de pouvoir accompagner notre vision sur cet homme mythique, qui, je pense, sincèrement, et ça, on pensait aussi avec Boris, c'est pas que Rocky Balboa, hein, notre idée aussi, c'est de dire, mais ce mec, il a quand même, cet homme, a le droit d'avoir un film de cinéma quand même. J'ai d'autres questions pour vous, mais il y a peut-être des questions dans la salle ou des réactions, des commentaires, des gens qui ont envie de partager une émotion. Alors c'est toujours la première question. Et toujours il y a une main qui se lève là-haut. Le micro arrive vers vous. Voilà, bonsoir, merci beaucoup pour ce très beau film. En fait, moi je me demandais dans quelle mesure le fait de traiter de quelqu'un qui est encore vivant a une influence consciente ou inconsciente sur la manière dont vous avez abordé le film, puisque finalement, j'imagine qu'Eddy Merckx a vu le film ou va voir le film. Et est-ce que vous avez, du coup, vous aviez des craintes à ce propos, ou au contraire, ça vous a stimulé, ou est-ce que c'est quelque chose qui était présent dans votre démarche créative également? Merci. Pour répondre à votre question, comment dire, c'est le rapport que nous avons au réel en fait, quand vous faites des films,
on comprend qui vous êtes. Et je pense que j'essaye dans mon cinéma d'être éthique et de montrer l'humanité des gens. L'humanité et toute la complexité de ce que c'est l'être humain. Et Eddy Merckx, pour moi, et je ne veux pas froisser quelqu'un en disant ça, mais est aussi important que le garçon obèse que j'ai filmé il y a 10 ans, aussi important que l'infirmière que j'ai filmée il y a 2 ans, aussi important que la crumpeuse que je suis en train de filmer aujourd'hui. Simplement, il a une histoire qui est plus médiatisée. Moi, la petite rencontre que j'ai eue avec Eddy Merckx, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer une fois, c'est de regarder cet homme et d'échanger un regard avec lui. Et je trouve que ce regard que j'ai échangé avec lui, j'ai essayé de le montrer dans le film. C'est tout ce que j'ai voulu faire. Eddy Merckx, on lui a envoyé le film. On n'a toujours pas de retour aujourd'hui. Et la seule chose que j'aimerais, c'est pouvoir parler du film avec lui, avec Boris, de prendre un café ensemble, peut-être manger un bout, boire une bière, et que ce soit un moment intime. Mais tout ce que j'aurais envie, c'est simplement qu'il puisse... Est-ce qu'il a compris le regard que j'ai voulu sur lui? Et si ce regard le touche, eh bien, je me dis, on aura réussi quelque chose, parce que si il trouve que c'est intéressant, nous, on s'y retrouve beaucoup dans ce film. Et donc, quelque part, on peut transmettre l'héritage d'Eddy Merckx. Alors, il y a plein de bras. Le micro va se déplacer dans la salle. Par où je commence? Ici, la dame orange peut-être. Bonsoir et déjà bravo pour ce film. Moi, j'ai juste une petite frustration. Je me demandais pourquoi vous vous êtes arrêté à la fin de sa carrière, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il est devenu. J'aurais eu envie de le voir aujourd'hui, en fait, en plus de tout ce qu'on a vu, évidemment, et qui était magnifique. Oui, je comprends. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La première, c'est que on a essayé de vous le transmettre, c'est que le film qu'on voulait faire, c'était un film au présent. Et donc voir Eddy Merckx aujourd'hui, à la fin de ce film, ça aurait envoyé un mauvais message, ça aurait fait sortir le spectateur du présent du film. Et l'extraire aussi ramener en fait finalement le réel dans quelque chose de plus ambivalent. Donc ça aurait été comme une fausse note. Oui, et moi je comprends pas la question. Laisse-moi parler. Mais non, mais je veux bien, mais je comprends pas votre question non plus. C'est voir Eddy Merckx quand? Aujourd'hui. En fait, j'aurais voulu savoir ce qu'il est devenu après. Donc avoir la suite après sa carrière. Voilà, c'est ça. Parce que mais elle est énorme, sa carrière après. Elle est énorme. Le chef d'entreprise, vous voulez voir quoi? L'homme, le grand-père? Oui, voilà, ce qui s'est passé dans sa non, mais vie. le voilà, grand-père, parce que je n'en sais rien, le chef d'entreprise, l'ami. Voilà ce qu'il est devenu. Le gars qui va à Anderlecht regarder des matchs de foot avec son pote. Et vous avez fait le choix de montrer l'homme pendant qu'il est sportif, en fait. Donc vous avez vraiment pris ce temps du... Oui, en fait, on a voulu, si tu veux, c'est l'histoire d'un souffle, en fait. C'est l'histoire d'un corps qui est brutalisé, qui est mis à mal pour le bien d'un peuple, qui est le peuple belge. C'est ce corps qui est mis sur un vélo à travers 10 ans, à travers 525 courses qu'il a gagnées. C'est le film, c'est la construction du corps. C'est pas le chanteur Elvis après qu'il a terminé. C'est ça pendant sa période, on va dire, on le connaît, voilà, il devient cette icône. C'est l'histoire de ce souffle qui se casse. C'est l'histoire d'un corps, d'une carapace qui se déconstruit et qui s'arrête. Mais quand il s'arrête dans le film, pourquoi il s'arrête? C'est parce qu'il décide, Eddy Merckx, de devenir un père de famille. Et tous ceux qui connaissent Eddy Merckx savent que quelque part, c'est quelqu'un qui est hyper proche de ses enfants et quelqu'un très proche de ses petits-enfants. Et on espère aussi, et c'est parce qu'on parlait de d'autres films en mangeant tout à l'heure, comme Le Brutaliste, par exemple, où on se renseigne savoir si c'est un architecte qui a existé ou qui n'a pas existé. Mais
le travail continue dans nos têtes, et j'espère qu'il continuera chez vous aussi, en tant que spectateur, de se dire, mais qu'est-ce qu'il devient, Eddy Merckx, aujourd'hui? Vous voyez, un documentaire, c'est une frustration. C'est frustrant, un documentaire, oui, parce qu'on choisit un truc, et on vous coupe la chic, et on le fait exprès, et on aime ça. Et donc, du coup, mais parce qu'on doit faire des choix, et parce que plus on opère des choix en documentaire, on le sait, quoi, pour tous ceux qui réalisent des films ici ou qui ont envie d'en faire, c'est clair qu'on fait des choix. Et alors, ben oui, on frustre. On pompe et on frustre. Cet magnifique épisode de frustration, il y avait une question ici aussi, ici au milieu. Et ensuite là-bas. Bonjour et merci pour ce film encore une fois. Juste, j'aurais voulu savoir comment vous étiez réparti le travail de réalisation. Donc vous avez compris, hein, c'est lui qui parle et c'est moi qui travaille. En fait, quand on a des soucis dans un film, on perd ses cheveux. Et il y en a qui ont eu moins de soucis sur le film. Je faisais la cuisine et toi tu... Le café. Non. Non. C'est intéressant, c'est la co-réalisation. Oui. Mais donc Christophe l'a dit, hein, il est venu me chercher pour ce que potentiellement je pouvais apporter dans l'écriture et dans l'écriture fictionnelle, bien que ce soit du documentaire. Donc il y a eu d'abord un gros travail, je pense, commun de lecture, de recherche. J'ai, pour ma part, du coup, j'ai travaillé sur la construction, la structure du récit sur papier. Puis après, Christophe venait plus en lecture, il faisait des commentaires, je réécrivais, etc. Donc c'était plus de l'ordre de la collaboration, mais où j'étais un peu plus actif à l'écriture et puis toi en plus en retrait, ce qui est pas mal, hein, parce que ça lui permet de garder un regard frais. Et puis après, c'est posé la question d'aller tourner, d'enregistrer des gens, des témoins, pardon. Et pendant que les témoins étaient rencontrés, donc pendant qu'il y avait une période de tournage, il fallait bien que quelqu'un commence à regarder la matière d'archives qui arrivait. Et donc je suis passé du texte au dérochage d'archives. Et de temps en temps, toi tu passais en montage, devant l'écran, quoi. Et puis je te montrais des passages un peu intéressants, importants, des moments vraiment où on se disait tiens, ça c'est d'office dans le film, ça va exister tel quel. Tu es d'accord avec ça déjà? Et puis après, une autre personne très importante, parce qu'en fait finalement c'est pas un duo, c'est un trio. Notre travail s'est fait en trio, et c'est l'arrivée de notre monteuse Aurélie Redouté, qui elle a été déterminante pour passer d'une envie de cinéma à la sculpture proprement dite d'un film. Et elle a mis les mains dans le cambouis. Et donc vous vous êtes retrouvés au montage du coup là côte à côte pour. Oui, tout à fait. Même pour répondre aussi, je pourrais te faire un petit peu ce que tu dis parce que tu parles beaucoup du montage image, mais il y a aussi le montage son qui est quand même une grande, c'est très prépondérant dans le film en fait, je trouve. Et peut-être parce qu'on a moins de temps dans le montage son que parce qu'on a pris 1 an en fin de montage. Et cette année de montage, elle a été faite avec aussi un autre monteur qui est venu travailler. Et puis mon monteur avec qui je travaille sur mes précédents films est venu aussi un peu retravailler la structure derrière, parce que c'est très dur quand on est noyé là-dedans. Mais par exemple, moi, je n'ai pas de mal à le dire, j'ai plus de difficultés à l'écriture. C'est pas que j'ai plus de difficultés à l'écriture, mais c'est que j'adore travailler avec des gens qui aiment ça. Et Boris est quelqu'un qui aime l'écriture, qui aime la dramaturgie, qui aime l'écriture du conflit narratif, des arènes, tous ces mots qu'on utilise dans le jargon de scénariste, que moi je maîtrise pas beaucoup, ou je peux arriver à comprendre, mais voilà. Mais
moi, je suis plutôt quelqu'un d'intuition. Je suis plutôt quelqu'un qui dit j'aime ou j'aime pas, ou qui ressent les choses. Et ça, je pense que la combinaison de ce qu'on a pu faire, en tout cas à travers dans mon cinéma, normalement en documentaire, je cadre moi-même. Alors là, j'ai dû commencer à déléguer le cadre, tout ça, donc c'est plus compliqué pour moi. Mais je me suis rendu compte qu'en travaillant, et je trouve que maintenant le cinéma, de plus en plus, il ne faut plus mettre en avant un réalisateur ou une réalisatrice, forcément. Je pense que le cinéma, il est pluriel et qu'il faut faire que nos techniciens, que ce soit notre monteuse, que ce soit notre assistante, que ce soit... Voilà, c'est chiant parce que c'est nous qui sommes sur scène, mais c'est pas juste en fait. C'est pas juste. Parce que la monteuse a fait un travail et elle pourrait signer le film comme nous, et le monteur son, et l'étalonneur, et Gilles Vran qui a fait l'affiche. Toutes ces personnes contribuent, mais on met toujours une sorte de... Voilà. C'est ce qu'on essaie de faire ici, un peu, avec oui. la masterclass, justement. Voilà, mais en fait, chaque personne édifie le film. Tout ce que je peux dire, et peut-être qu'on ne donne pas l'impression, hein, mais c'est surtout une famille qu'on a constituée, une énorme amitié. Et je pense que ce qu'il n'y a jamais eu entre nous, c'est une crise d'ego. Voilà. On va prendre la question, mais juste avant ça, vous parliez du montage son, et ça m'intéresse que vous continuiez rapidement là-dessus, parce que vous m'avez expliqué que vous aviez refait beaucoup de sons en fait, sur les images d'archives, que vous aviez gardé des sons d'époque, mais vous aviez refait aussi beaucoup de sons pour ramener de la fiction justement dans la narration. La respiration d'Eddie Merckx, ça n'existe pas. Elle n'existe pas dans les archives, c'est pas possible de pouvoir avoir un micro HF à ce moment-là, donc ça n'existe pas. Donc on a engagé un comédien pour refaire la respiration de Eddie Merckx. Parce que c'est un film de respiration. On a rebruité les vélos. Tous les vélos ont été rebruités. On a gardé la substance, c'était le peuple, c'était les voix, c'était nos journalistes qui sont Théo Mathilde, Luc Varenne, Léon Zitrone, et la voix d'Eddie en interview, et on a reconstitué toute cette respiration. Et je pense que c'est ça le plus fort en fait dans le film, avec la musique aussi qui joue derrière. C'est une musique un peu électro, mais on s'est dit comment on peut être dans les mollets d'Eddie, quoi. Et c'est ça qui nous a intéressés. Je rappelle, il faut toujours, c'est marrant parce qu'on doit toujours rappeler c'est quoi le film. C'est l'histoire d'un corps. Toute dernière question, Oui. Parce qu'on doit terminer. Monsieur, je vous en prie, vous attendez depuis longtemps. Oui, merci, c'est vraiment très bouleversant. Moi, j'avais entre 6 et 15 ans sur la carrière d'Eddie Merckx, et donc à 6 ans, on commence à rouler à vélo. La télévision, c'est Bruxelles français en noir et blanc à la télévision. C'est quasiment toute ma période scolaire avec Eddie Merckx, et forcément beaucoup d'images qu'on a vues, je les ai vues. C'est regarder la télévision en famille, puisqu'en 69 c'est aussi les premiers pas sur la Lune, et pendant la nuit on est levés tous en pyjama en famille à regarder Eddie Merckx gagne cette année-là le Tour de France. C'est extrêmement puissant, extrêmement fort pour replonger là-dedans. Et je dois reconnaître que ce qui est très réussi dans votre film, c'est... On avait quand même tendance, nous, à gentiment se moquer d'Eddie dans sa manière de parler, écoutez, pas du tout, ou de sa femme Claudine. Et là, dans le film, ce qui m'a le plus bouleversé, cette humanité exceptionnelle. Ça, par contre, on ne l'a pas vu forcément dans ce qu'on a vu, nous, enfants. Je suis bouleversé par la tendresse, la générosité, l'humilité de ce mec. Au-delà de son courage et même de sa femme, ces deux êtres lumineux de bonté. Et donc cette humanité-là, elle passe et elle est profondément bouleversante. Et c'est vrai que c'est plus une histoire d'humain, de famille, de transmission, de combat au sein de la famille pour qu'elle soit unie. Qu'est-ce que les parents nous ont apporté? Qu'est-ce qu'on doit à nos enfants? Quelle présence? Quel équilibre on peut faire quand l'un n'est pas là? Bref, merci. Moi, ça résonne non seulement dans mon passé, mais forcément aussi dans mon présent et le regard que je peux avoir sur ma propre famille, ma propre histoire. Donc, et ça me fait plaisir que les générations qui suivent soient touchées aussi par le film pour d'autres raisons. Donc c'est une grande réussite. Merci beaucoup. J'ai pas de questions en fait.
C'est pas de question, mais c'était pas mal pour conclure finalement, Oui, de mais- montrer comment Eddy a pu ressortir au-delà de l'exploit sportif. Mais il y a une seule chose que je pourrais vous demander, si vous voulez bien, si vous avez aimé le film, hein, simplement. Monsieur Mikils, est-ce que vous pouvez vous lever et qu'on puisse vous applaudir?